Bien, eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Je vous rappelle le séminaire que nous allons avoir aujourd'hui. On aura le plaisir d'entendre Arnaud Rauschenbottel de Vienne, qui nous parlera d'interaction chirale entre la lumière et la matière dans des géométries confinées. Il s'agit plus précisément d'atomes au voisinage de fibres optiques, comme vous le verrez. Et la semaine prochaine, nous recevrons Francesca Ferlaino d'Innsbruck, l'Autriche, une deuxième fois, qui nous parlera de physique dipolaire avec des aimants atomiques ultra froids, donc des petits atomes très magnétiques qui interagissent entre eux. Voilà. Bien, je vous propose de commencer maintenant le cours. Alors, le cours de la semaine dernière, c'était, je vous rappelle, sur les mélasses optiques, le piège magnéto-optique. C'est donc un sujet que, vraisemblablement, beaucoup d'entre vous avaient déjà rencontré, soit pour les plus jeunes dans les cours de licence ou de maîtrise, de master, soit dans les laboratoires, soit dans les articles de vulgarisation scientifique. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à un sujet moins médiatisé, si je puis dire, mais néanmoins très important, qui devient de plus en plus important, qui porte sur le refroidissement lumineux avec des raies étroites. Et j'aimerais souligner les vertus de ces raies étroites, en quoi est-ce qu'elles peuvent vraiment apporter des choses nouvelles, des situations intéressantes dans ce qui est de la physique des atomes froids. Alors, pour commencer, donc, je vous rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu le refroidissement Doppler, on a vu ces mélasses optiques, donc vous prenez un nuage d'atomes, vous l'éclairez par plusieurs paires d'ondes, 3 paires d'ondes si vous êtes à 3 dimensions, et dans une approche de type mouvement brownien, si on choisit un désaccord, c'est-à-dire un désaccord négatif, c'est-à-dire une fréquence lumineuse plus basse que la fréquence de résonance de l'atome, eh bien, on se met dans une situation où l'atome absorbe en préférence des photons qui viennent à sa rencontre, plutôt que des photons qui viennent dans le même sens que lui, et il subit donc une force de pression de radiation dont on avait pu montrer la semaine dernière qu'en première approximation, on pouvait la traiter comme une force linéaire en vitesse, donc avec un coefficient de friction alpha, et l'approche mouvement brownien était complété par le calcul du coefficient de diffusion qu'on avait fait vraiment en suivant les pas d'Einstein 1916. Et donc, quand on avait pris ensuite à la fois ce coefficient de friction qui décrit le refroidissement et le coefficient de diffusion qui décrit le chauffage, eh bien, on avait atteint une température d'équilibre. Et cette température d'équilibre, c'était la fameuse limite Doppler, KBT équilibre égale h bar gamma sur 2. Et je vous avais indiqué que c'était une situation intéressante par rapport au mouvement brownien classique, puisque c'est une situation où ce n'était pas un réservoir extérieur, un fluide qui imposait sa température, mais c'était en quelque sorte l'atome qui fabriquait à lui-même sa propre température, puisque la température d'équilibre que vous voyez là, c'est ça dépend d'un paramètre atomique, grand gamma, qui est la largeur naturelle de l'état excité, si vous préférez. Gamma-1, c'est la durée de vie de l'état excité de la transition que je considère. Je vais considérer une transition à 2 niveaux, un état fondamental G de durée de vie infinie, un état excité E de durée de vie gamma-1, et c'est cette durée de vie de l'état excité, l'état interne excité, qui donne sa température au mouvement externe de l'atome, le mouvement de son centre de masse. Alors quand on voit une formule comme ça, KBT égale h bar gamma sur 2, et qu'on se dit j'ai envie de faire le plus froid possible, on se dit qu'à cela ne tienne, face à ça, on va prendre des atomes avec des largeurs naturelles gamma de plus en plus faibles, si vous voulez des durées de vie 1 sur gamma de l'état excité de plus en plus longues, et je vais aller comme ça vers des températures arbitrairement basses. Est-ce que ça marche ? Bien, la réponse c'est que non, ça ne va pas marcher aussi bien que ça quand même, ça va bien marcher mais pas aussi bien que ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des limites à aller vers des transitions de plus en plus étroites, et ce sont ces limites que je vous propose de regarder ensemble dans la première partie de ce cours, et puis ensuite on verra quelques applications. Donc ces limites, quelles sont-elles ? Eh bien, ces limites résident dans la validité de l'approche mouvement brownien qu'on avait développée la semaine dernière. Je vous rappelle que dans cette approche mouvement brownien, donc je vais redessiner ici mon atome à 2 niveaux, l'état fondamental G et l'état excité E avec une certaine largeur naturelle gamma. Eh bien, je vous rappelle qu'il y a 2 échelles d'énergie, ou si vous préférez 2 échelles de vitesse, dans ce problème d'un atome à 2 niveaux interagissant avec la lumière. Première échelle d'énergie, c'est donc cette largeur naturelle de l'état excité, gamma. Alors gamma, c'est une fréquence, donc je multiplie par la constante de Planck h bar pour obtenir une énergie. Ça, c'est la première échelle d'énergie. Si vous préférez raisonner en vitesse, eh bien, l'échelle de vitesse associée, j'écris que 1,5 de mv2 égale h bar gamma, donc ça me fait une vitesse v qui est en racine de h bar gamma sur m.
Deuxième échelle d'énergie, c'est une énergie qu'on a déjà eu l'occasion d'introduire, c'est l'énergie de recul. C'est l'énergie cinétique qu'acquiert un atome quand il est initialement au repos et qu'il absorbe ou qu'il émet un seul photon. À ce moment-là, il gagne l'impulsion ou il perd l'impulsion du photon h bar k, donc son énergie change de h bar 2 k2 sur 2m, ou si vous préférez raisonner en termes de vitesse, sa vitesse change de la vitesse de recul h bar k sur m. Bien, eh bien, notre approche mouvement brownien, qui était fondée sur une approche de petits pas, une marche au hasard avec des pas qui sont petits devant la largeur de la distribution à l'équilibre, eh bien, cette approche mouvement brownien n'est valable que si la vitesse de recul, c'est-à-dire la taille élémentaire d'un pas, est petite devant la largeur de la distribution à l'équilibre V0, ou, si vous préférez raisonner en termes d'énergie, n'est valable que si l'énergie de recul ER est petite devant h bar gamma. C'est la condition de Ray large que j'avais écrite la semaine dernière et qui sous-tend toute cette approche en termes de mouvement brownien. Donc, le raisonnement simpliste que je faisais à la diapositive précédente de se dire qu'à cela ne tienne, je vais prendre des atomes avec des gammas de plus en plus étroits et puis je vais avoir des températures de plus en plus basses, eh bien, cette approche elle va forcément être limitée à un moment parce que quand je vais prendre gamma de plus en plus petit, eh bien, je vais me heurter à la limite où ER, l'énergie de recul, va devenir de l'ordre de h bar gamma. Et à ce moment-là, eh bien, l'approche mouvement brownien classique, celle qu'on a développée dans les 2 premiers cours, elle ne va plus être valable, il va falloir qu'on se tourne vers une autre approche. C'est donc ça que je vous propose de regarder. Que se passe-t-il si la largeur de la transition gamma ici est plus petite que l'énergie de recul ER? Alors, ça peut sembler être une question un peu académique, mais en fait, c'est une question qui est vraiment de grande importance pratique. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important sur le plan de l'obtention de gaz quantiques dégénérés, de condensat de Bose-Einstein. C'est également important pour des enjeux métrologiques. Les atomes qui ont des raies étroites sont, pour une grande partie, des atomes qui sont des atomes à 2 électrons. Je vais vous indiquer dans un instant pourquoi. Voilà des exemples. Alors, quand je dis à 2 électrons, entendons bien 2 électrons externes. Il y a des couches pleines, et puis il y a 2 électrons externes. Donc, des exemples sont le magnésium, le calcium, le strontium. Et je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi est-ce que ces atomes sont intéressants sur le plan métrologique. Donc, ces atomes ont 2 électrons externes. Donc, si je m'intéresse aux 2 électrons externes, les couches internes sont inertes, enfin, je ne vais pas les toucher avec mes lasers, mais les 2 électrons externes sont donc 2 particules de spin 1,5. Et quand vous regardez le spin de 2 particules de spin 1,5, vous pouvez faire un spin 0, c'est l'état singulet, ou un spin 1, c'est l'état triplet. Donc voilà, S égale 0 ou S égale 1, état triplet. Prenons l'exemple de l'atome de strontium, qu'on va pas mal regarder aujourd'hui. Dans son état fondamental, ces 2 électrons externes sont tous les deux dans un état S, l'état 5s, pour chacun des 2 électrons. Donc les 2 électrons partagent le même état orbital. Sachant que mes électrons sont des fermions, ils doivent obéir au principe de Pauli, ils ne peuvent pas être dans le même état quantique, donc ils ne peuvent pas être dans le même état de spin. Puisqu'ils sont dans le même état orbital 5s, 5s, il faut que leur état de spin soit différent. Donc là, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse un état singulet, c'est-à-dire que je fasse un état où une fonction antisymétrique de spin. Donc l'état fondamental de l'atome de strontium correspond à prendre les 2 électrons externes, les mettre tous les deux dans l'état 5s, et prendre un état singulier de spin, c'est ce que signifie le 0 ici, quand S égale 0. Le moment cinétique orbital total, bien c'est 0, donc j'ai ici un état grand S, ça veut dire que le moment orbital total vaut 0, et quand j'additionne un moment orbital de 0 et un moment de spin de 0, eh bien j'obtiens ici, donc je mets ici état singulier 1. Alors, ensuite, cherchons à exciter cet atome. Alors, une manière simple d'exciter cet atome, c'est donc de prendre un des 2 électrons qui est dans l'état 5s et de le mettre dans l'état 5p. Donc c'est ce que je fais aussi bien ici, 5s, 5p, que là. Ici, je fais cette excitation sans changer l'état de spin de mon atome. Donc, l'état de spin de mes 2 électrons reste dans l'état singulet. Donc, je continue à garder le petit 1 ici pour dire que je suis dans l'état singulet. Je suis passé dans un état P, donc moment cinétique orbital égal à 1. J'additionne un moment cinétique de spin de 0 et un moment cinétique orbital de 1, donc le moment cinétique total vaut 1, j'ai cet état-là. Et ça, c'est une raie très forte. La largeur naturelle de cette raie vaut 30 MHz, donc l'état P ici, eh bien, il a une durée de vie très courte, et c'est une raie qui peut servir à manipuler l'atome de manière traditionnelle, comme on l'a vu dans les 2 précédents cours. Mais je peux également exciter l'atome, et c'est cette transition-ci, je peux également exciter l'atome en changeant l'état de spin. Alors ça, la probabilité que ça se produise est plus faible, les éléments de matrice sont plus petits.
je passe là de l'état singulier de spin à l'état triplet de spin. Donc le 1 qui était ici devient un 3, là, dans toutes ces choses-là. Donc j'insiste bien que ça correspond à des éléments de matrice plus faibles parce que c'est peu probable de changer le spin. Mais néanmoins, ça peut se produire. Alors à ce moment-là, donc, je me retrouve avec toujours un électron dans l'état 5s, un autre dans l'état 5p. Je suis passé dans l'état symétrique de spin. L'état triplet est un état symétrique quand j'ai changé de spin. Donc la fonction d'onde orbitale de mes atomes doit devenir antisymétrique pour toujours satisfaire au principe de Pauli, mais ça, il n'y a pas de problème. J'antisymétrise 5s et 5p. Et donc, je me retrouve avec un moment cinétique de spin qui vaut S égale 1, un moment cinétique orbital qui vaut L égale 1, puisque j'ai un électron dans l'état S, un autre dans l'état P. Donc, je couple ces deux moments cinétiques 1 et 1, et j'obtiens comme moment cinétique total, orbital plus spin, quelque chose qui, quand j'additionne 1 plus 1 en mécanique quantique, 1 plus 1, ça peut valoir 0, 1 ou 2. Donc, je vais avoir 3 niveaux qui vont être clivés par la structure fine, qui vont correspondre donc aux 3 raies possibles d'intercombinaisons, comme on les appelle, qui font passer de l'état singulier à l'état triplet. La raie étroite qui est intéressante dans tout le cours qui va suivre, c'est la raie qui fait passer du moment cinétique donc, total 0 au moment cinétique total 1. C'est cette raie donc, qui va vers le J égale 0 qui est ici, vers le J égale 1 qui est là, qui est à 689 nanomètres. Et on verra qu'elle est effectivement étroite dans le sens où sa largeur naturelle est de l'ordre de l'énergie de recul. Alors ce qui est intéressant sur le plan métrologique, en fait, c'est pas cette raie-là. Enfin, cette raie-là, elle est intéressante pour manipuler l'atome, pour le refroidir à une température très basse, on va le voir. Mais la raie qui est vraiment intéressante sur le plan métrologique, c'est la raie 0,0. Ça, c'est une raie qui est fortement interdite. L'élément matrice est vraiment tout petit, c'est-à-dire que la durée de vie de l'état triplet 0 qui est là est extrêmement longue. Et c'est une raie qui est donc très bien adaptée à faire de la métrologie optique, c'est-à-dire de faire une horloge atomique avec ça. Au lieu de faire une horloge atomique dans le domaine micro-ondes, comme l'horloge à rubidium ou l'horloge à césium, là, c'est une horloge qui travaille sur une raie optique et donc qui peut avoir un facteur de qualité exceptionnellement bon. Et tout récemment, donc, ces deux publications du groupe de Junier à Boulder, une en 2014 et une qui est sortie il y a quelques semaines en 2015, eh bien, les chercheurs de Boulder ont pu démontrer une précision de l'horloge atomique fonctionnant sur cette raie optique qui est au niveau de 2·10-18, ce qui est vraiment une valeur record, hein, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'arriver à une telle précision d'horloge atomique. Serge Haroche en a parlé dans sa leçon terminale, c'est vraiment quelque chose qui ouvre beaucoup de perspectives, ces horloges optiques, plus précisément l'horloge optique sur le strontium, sur cette raie-là. Donc il y a vraiment un gros enjeu métrologique à comprendre comment est-ce qu'on refroidit sur la raie étroite à 689 nanomètres pour ensuite être capable d'utiliser des atomes froids pour faire des horloges à transition en pointillés. Bien. Alors, voilà les questions auxquelles j'aimerais qu'on réponde pendant ce cours. Hein. Première question, donc, c'est quelle est la limite du refroidissement Doppler quand je vais me mettre dans cette situation de raie étroite, H bar gamma petit devant ER. Deuxième question, eh bien, j'aimerais revenir sur les effets collectifs qu'on a déjà rencontrés dans le cas du piège magnéto-optique. Je vous avais dit que ça faisait grossir le piège, ces effets collectifs. Eh bien là, on va voir que non seulement ça augmente la taille des nuages atomiques, mais également ça augmente leur température. Et ça, c'est une limite importante, en particulier quand on veut aller vers des gaz dégénérés. Et le dernier point sur lequel je passerai un petit peu de temps, c'est de vous montrer comment ces raies étroites peuvent constituer un tremplin vers une condensation de Bose-Einstein sans évaporation. Les condensats de Bose-Einstein, traditionnellement au laboratoire, sont obtenus au prix d'une évaporation, où on éjecte 989 atomes sur 1000. Eh bien, il y a moyen, grâce à ces raies étroites, de faire des condensats sans perdre le moindre atome. C'est une expérience qui a été faite récemment par Florian Schreck et Rudi Grimm à Innsbruck, et je vous la décrirai dans la dernière partie de ce cours. Voilà, donc ça représente le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je commence tout de suite donc, par ce refroidissement en raie étroite. Et dans un premier temps, je la qualifie de monochromatique. Vous verrez pourquoi dans la deuxième partie, comment est-ce que ça peut être intéressant d'avoir une raie non monochromatique. Alors on va faire un modèle simple, on va se mettre à une dimension pour simplifier. Tout ce que je vais dire se généralise sans difficulté à 3 dimensions. Donc je prends un atome qui bouge le long de l'axe Z, je l'éclaire comme la semaine dernière par une paire d'ondes, une qui vient de la direction plus, l'autre qui vient de la direction moins Z. Donc ces ondes sont monochromatiques, chaque onde est composée de photons d'impulsion plus h bar k et moins h bar k, et mon atome est donc modélisé par un système à 2 niveaux, un état fondamental G, un état excité E, avec donc une largeur naturelle pour état excité faible, une durée de vie longue. Et dans le modèle simple que je vais considérer, je vais en fait simplifier encore plus par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'atome va passer son temps à
absorber des photons, monter de G vers E et puis ensuite émettre des photons spontanés, eh bien, je vais supposer que les photons spontanés, dans un premier temps, sont émis perpendiculairement à l'axe Z. C'est-à-dire que je vais supposer que les photons spontanés n'emportent aucune impulsion vis-à-vis de l'axe qui m'intéresse. Donc ça, c'est une hypothèse qui n'est pas une hypothèse réaliste, mais qui est une hypothèse qui va simplifier les calculs. Et ensuite, je vous dirai comment est-ce que les conclusions sont modifiées quand on prend en compte l'impulsion que peuvent avoir les photons spontanés le long de l'axe que je veux refroidir. Dans un premier temps, je vais supposer que ces photons donc, sont émis perpendiculairement à l'axe Z, donc je ne vais pas me soucier de l'impulsion emportée par ces photons de fluorescence. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le schéma suivant. J'ai l'atome qui a initialement une vitesse v. Il va absorber un photon de l'onde qui vient de la gauche ou de l'onde qui vient de la droite. Ça, c'est l'élément aléatoire qui reste dans le problème. Il va donc passer de l'état fondamental avec une vitesse v à l'état excité avec une vitesse v plus la vitesse de recul ou v moins la vitesse de recul, selon qu'il absorbe un photon qui vient de la gauche ou de la droite. Et puis ensuite, une fois qu'il est excité, eh bien, il peut retomber sur l'état fondamental en émettant un photon spontané. Mais comme je vous l'ai dit, je suppose que les photons spontanés n'ont pas d'impulsion le long de l'axe Z, ils sont émis perpendiculairement à cet axe. Donc la retombée se fait à vitesse constante, donc c'est une flèche verticale sur ce dessin où l'axe horizontal étant l'axe des vitesses. Voilà, donc j'ai encore un processus aléatoire, je suis toujours en phase d'un processus de type mouvement brownien, mais d'une part, les pas ne sont plus petits maintenant, la vitesse de recul va être un élément important, va être comparable à la distribution qu'on va trouver, vous allez le voir, et puis d'autre part, donc, cet élément aléatoire que j'ai ne porte que sur l'absorption, il ne porte pas sur l'émission spontanée. Donc c'est une marche au hasard discrète, si vous voulez. Je pars de la vitesse v et je peux sauter à la vitesse v plus vr ou v moins vr. Une fois que je suis en v plus vr, je peux sauter à v plus 2, v plus 3, v plus 4 vr, etc., ou v moins 2, v moins 3, v moins 4. C'est une marche au hasard discrète et non pas continue. C'est ça qui va me simplifier les calculs. Donc le seul ingrédient mathématique dont j'ai besoin pour décrire cette marche au hasard, c'est de savoir quelle est la probabilité que l'atome absorbe un photon qui vient de l'onde de gauche et quelle est la probabilité qu'il absorbe un photon qui vient de l'onde de droite. Donc il faut que je compare, dans le langage qu'on avait établi ensemble la dernière fois, il faut que je compare les paramètres de saturation de l'onde qui se propage dans le sens des plus et de l'onde qui se propage dans le sens des moins selon l'axe Z. Donc cette probabilité par unité de temps, P plus ou moins pour une vitesse V de l'atome, on avait vu la dernière fois que ça s'écrivait gamma fois le paramètre de saturation associé à l'onde plus ou à l'onde moins, des paramètres de saturation dépendants de la vitesse, divisé par 2. Et ce paramètre de saturation, son expression générique, celle à laquelle on est arrivé la dernière fois, c'était 2 fois kappa au carré, où kappa est la pulsation de Rabi associée à chaque onde, via le couplage dipolaire électrique, divisé par gamma au carré, donc la largeur naturelle de l'état excité, plus 4 fois le désaccord au carré, désaccord dépendant de la vitesse. Alors ce désaccord dépendant de la vitesse, la dernière fois, je vous avais dit, c'est juste le désaccord pour l'atome au repos, plus ou moins l'effet Doppler kV, plus selon que l'onde vient de la gauche ou de la droite. Quand on est affaire à des raies étroites, il faut être un tout petit peu soigneux, parce qu'il y a l'énergie de recul qui vient s'ajouter au désaccord. Donc pour ne pas se tromper, je vous propose de bien le calculer, ce désaccord, on va le calculer au moins une fois, puis après, une fois qu'on sait comment faire, il n'y a pas de problème. Donc le désaccord qui est ici, c'est vraiment la différence entre l'énergie initiale et l'énergie finale. L'énergie initiale, c'est l'atome avant qu'il absorbe un photon. L'énergie finale, c'est l'énergie une fois que l'atome absorbe un photon. Donc, initialement, l'atome est dans l'état fondamental, G. Donc, l'énergie initiale, c'est l'énergie de l'état interne, EG, plus 1,5 de mv2, l'énergie cinétique de l'atome avant qu'il absorbe son photon, plus grand N fois h bar oméga L, j'ai grand N photons présents, et chaque photon a l'énergie h bar oméga L. Une fois que l'atome a absorbé un photon, il est passé dans l'état excité, donc son énergie interne est passée de EG à EE. Sa vitesse est passée à V plus VR ou V moins VR, selon que le photon venait de la gauche ou de la droite. Donc j'ai 1,5 de m V plus ou moins VR au carré. Et puis je n'ai plus que n moins 1 photon laser, puisque j'ai absorbé un photon laser, donc j'ai plus que n moins 1 h bar oméga L. Donc il faut faire la différence entre l'énergie initiale et l'énergie finale. C'est ça qu'en fait qui intervient dans le dénominateur ici. Donc le h bar delta V, où delta V c'est le désaccord dépendant de la vitesse, c'est EI moins EF. Et quand vous soustrayez la ligne du bas et la ligne du haut, vous voyez apparaître EG moins E, enfin E moins EG ou EG moins EE, ça c'est ce que j'appelle h bar oméga A, la pulsation atomique. Vous voyez apparaître oméga L, h bar oméga L, quand vous soustrayez n et n moins 1, et j'appelle grand delta la différence entre oméga L et oméga A.
Mais vous avez aussi le terme carré, là, le 1,5 de MVR carré, qui ne va pas se soustraire quand vous développez le carré ici. Donc c'est ça qui va donner une pulsation de recul oméga r. Et c'est parce que je voulais trouver ce oméga r là que j'ai fait ce petit calcul-là. Je n'ai pas simplement utilisé la formule la dernière fois. Et puis vous trouvez bien sûr le plus ou moins kV, ça c'est le terme, le double produit quand je développe le carré ici, le plus ou moins kV, qui est l'effet Doppler, qui est l'effet qui m'intéresse. Donc on retrouve le même résultat que la semaine dernière, c'est-à-dire delta plus ou moins kV, mais il faut prendre en compte ce oméga r qu'on avait négligé la semaine dernière parce qu'on était en ray large, donc oméga r était petit devant gamma, ce n'était pas important, mais si on veut faire les calculs correctement, il faut se souvenir qu'il y a un oméga r qui vient se mettre en plus ici. Voilà. Bon, maintenant, je ne reviendrai plus là-dessus, mais disons que je voulais le faire au moins une fois correctement, ce calcul. Donc maintenant, on va chercher l'état stationnaire. État stationnaire, notre marche au hasard discrète de cet atome qui peut donc simplement absorber des photons qui viennent de la gauche ou de la droite et qui ne change pas son impulsion lors de l'émission spontanée. Trouver l'état stationnaire, ce n'est pas bien compliqué. Je vais considérer donc deux points de mon axe, ici, de ma marche au hasard discrète, le point V et le point V plus VR, et puis je vais tracer une sorte de frontière fictive entre V et V plus VR, et je vais dire que j'ai autant de probabilité d'aller de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite, et simplement cette égalité des flux gauche-droite et droite-gauche va me donner l'état stationnaire que je cherche. Donc, si je regarde ce qui va de la gauche vers la droite, eh bien, ce qui va de la gauche vers la droite, c'est la population de l'état V, population stationnaire, fois la probabilité d'absorber un photon depuis l'onde plus. Donc, c'est S plus de V fois P de V. Et ce qui va de la droite vers la gauche, eh bien, c'est la population de la classe de vitesse V plus VR, fois la probabilité d'absorber un photon de l'onde moins, cette fois-ci, S moins, pour la classe de vitesse V plus VR. Donc j'écris simplement cette égalité des deux flux, et je prends le rapport, donc je fais la population de l'état V plus VR sur la population de l'état V, c'est le rapport des paramètres de saturation. Ça, c'est le paramètre de saturation pour l'onde plus pris en V, le paramètre de saturation pour l'onde moins pris en V plus VR. Et quand on fait ce rapport, eh bien, on constate que ça ne dépend que du choix du désaccord delta. La pulsation de Rabi n'intervient pas, puisque je vous rappelle que les deux paramètres de saturation, aussi bien S plus que S moins, étaient proportionnels à la pulsation de Rabi. Donc quand je fais le rapport des deux, la pulsation de Rabi disparaît. La puissance du laser n'est pas importante. Tout ce qui compte, c'est le désaccord que je prends pour ce laser. Et via une formule qui a l'air un petit peu rébarbative, mais enfin qui n'a rien de bien compliqué, ça fait simplement intervenir le désaccord, et puis les paramètres de l'atome, gamma, et puis sa pulsation de Rabi, oméga, sa pulsation de recul, oméga r. Et puis bien sûr la vitesse kV. Alors, je vous propose de regarder un cas particulier, encore plus particulier, simple, pour lequel on a une solution exacte à cette équation de récurrence, là, qui me relie V à V plus VR et V moins VR. Je vous propose de regarder le cas d'un désaccord égal simplement à moins la pulsation de recul. Le désaccord doit être négatif, je vous rappelle, pour avoir un refroidissement Doppler, pour absorber plutôt dans l'onde qui vient à notre rencontre que dans l'onde qui va dans le même sens que nous, il faut prendre un désaccord négatif. Donc je le prends bien négatif, j'ai un signe moins, et je le prends simplement en valeur absolue égale à la pulsation de recul oméga r. Et je considère la famille Vn qui est les n-1,5 de la vitesse de recul. Donc c'est la famille où je pars de 1,5 de la vitesse de recul, et puis je peux aller à 3,5, 5,5 vers la droite, ou je peux aller à moins 1,5, moins 3,5, moins 5,5 vers la gauche. À ce moment-là, la relation de récurrence qui est écrite ici, eh bien, elle devient très simple. Dans la limite où gamma tend vers 0, donc la limite où je vais vers une raie très étroite, il y a une solution exacte, je vous laisse le vérifier, ça se fait en deux lignes, c'est que la population de la vitesse Vn, là-dedans, où Vn est écrit en n-1,5 de VR, eh bien simplement 1 sur n2, ou plus précisément 1 sur n-1,5 au carré. Donc la population de la vitesse Vn, dans ce cas-là, c'est 1 sur Vn au carré. Et ça, c'est le résultat auquel je voulais arriver, c'est le résultat important. C'est un résultat qui me dit que j'ai une distribution de vitesse qui n'est pas du tout une distribution de Maxwell-Boltzmann. Ce qu'on avait vu en ray large, c'est que la distribution de vitesse à l'équilibre, c'était un exponentiel de moins V2 sur V0 carré, ou sur 2V0 carré. Eh bien, ce qu'on a quand on est en ray étroite, ce ne sont plus du tout des gaussiennes, nos distributions à l'équilibre. Ce sont des lois de puissance. Là, en l'occurrence, j'ai une loi de puissance en 1 sur V2. Ce qu'on va voir dans un instant, plus généralement, c'est que c'est des lois de puissance en V puissance moins alpha. Mais le fait d'avoir des lois de puissance, ça va changer complètement le comportement de notre distribution. Parce que quand vous avez une distribution en loi de puissance, eh bien, ce n'est pas sûr que vous êtes capable de la normaliser, cette distribution. Si la loi de puissance est trop faible, vous ne pouvez pas la normaliser. Et puis même si vous pouvez la normaliser, peut-être que l'énergie cinétique ne sera pas définie, parce qu'il faut prendre la valeur moyenne de V carré. Donc le fait qu'on passe en raie étroite à des lois de puissance, eh bien, ça change complètement la nature des problèmes qu'on a amené à se poser par rapport à ce à quoi on est habitué en raie large,
où là on a des braves gaussiennes qui de toute façon convergent à l'infini et on n'a pas de souci à se faire, si ce n'est qu'il faut bien les normaliser. Voilà, donc la leçon qu'on apprend de ce cas particulier simple, et là encore une fois c'est une solution exacte, donc là il n'y a pas aucune approximation, si ce n'est les hypothèses que j'ai faites pour mon modèle, eh bien c'est que notre loi de P de V n'est plus du tout les lois habituelles. Voilà. Alors, je reviens au cas général. Donc, le cas général, donc maintenant, je ne prends pas delta égale moins oméga r, je prends un delta quelconque. Eh bien, si vous posez que ça, c'est une loi de puissance, enfin, on peut le montrer, et puis donc chercher l'exposant de cette loi de puissance. Donc, si on cherche l'exposant de la loi de puissance, solution de ça, en V puissance moins alpha, eh bien, vous trouvez que l'exposant alpha, c'est simplement 2 fois le rapport entre le désaccord et la population de Rabi, oméga r. Donc, à la diapositive précédente, j'avais pris delta égale oméga r en valeur absolue, donc j'avais trouvé alpha égale 2, mais plus généralement, ce qu'on trouve, cette fois-ci, c'est approché, hein, c'est une loi asymptotique, c'est dans le cas général, eh bien on trouve que alpha vaut 2 fois delta sur oméga r. Et donc on peut reprendre les questions que je posais à l'instant. Si je veux une distribution normalisable, eh bien il faut que l'intégrale de cette loi de puissance converge à l'infini. Il faut donc que alpha soit strictement plus grand que 1, parce que si vous prenez à une dimension l'intégrale de dv sur v, ça va diverger, hein, ça va diverger comme un log, donc ce ne sera pas normalisable. Donc si vous voulez avoir une distribution normalisable, eh bien, il faut que alpha soit strictement plus grand que 1, et il faut donc que votre désaccord soit non seulement négatif, mais plus grand que la moitié de la fréquence de recul. Si vous voulez que l'énergie cinétique soit bien définie, donc si vous voulez que l'intégrale de v carré P de V dv converge, donc ça c'est une condition plus forte, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que P de V décroisse plus vite que 1 sur V cube à l'infini, pour que V2 fois 1 sur V cube continue à converger. Et à ce moment-là, eh bien, il faut que le désaccord que vous allez choisir soit plus grand que 3,5 de la pulsation de recul. Et plus vous aurez envie de définir des moments élevés pour votre distribution de vitesse, plus vous serez contraint sur le choix du désaccord, plus vous serez obligé de le prendre grand. Mais en pratique, quand l'énergie cinétique est bien définie, je dirais que c'est déjà une distribution avec laquelle on peut travailler raisonnablement. Voilà. Donc, ça, c'était dans ce modèle simple que j'avais introduit où je n'avais pas du tout d'impulsion selon l'axe Z. Maintenant, on va revenir étape par étape sur nos différentes hypothèses. Si maintenant je veux prendre en compte le recul lors de l'émission spontanée, eh bien, je ne vais plus avoir une marche au hasard discrète, ma marche au hasard va devenir continue. En effet, si je pars d'un atome de vitesse V, eh bien, il peut toujours absorber dans l'onde plus ou dans l'onde moins, donc il peut toujours sauter dans l'état excité à la vitesse V plus VR ou dans l'onde moins avec la vitesse V moins VR, mais une fois qu'il est là, eh bien, il va réémettre un photon spontané, et ce photon spontané aura la projection de son impulsion sur l'axe Z sera une variable continue, entre moins h bar k et plus h bar k, et donc je vais, depuis ce point-là, arroser un segment de la distribution à vitesse entre V et V plus 2VR, et de la même façon ici, depuis ce point-là, je vais arroser un segment entre V et V moins 2VR. Donc ma marche au hasard n'est plus discrète, elle est continue, donc je ne vais plus avoir de solution analytique simple, il va falloir que je me tourne vers une solution numérique, mais fondamentalement, les conclusions auxquelles on est arrivé tout à l'heure ne sont pas modifiées, c'est juste des facteurs multiplicatifs qui vont s'introduire. Alors en particulier, ce traitement numérique donc, confirme les prédictions de notre modèle précédent, à savoir que pour avoir une distribution normalisable, pour avoir une énergie cinétique bien définie, et même chose pour les moments d'ordre plus élevé, eh bien, il faudra aller chercher des accords négatifs et assez grands en valeur absolue, et plus je voudrais un moment élevé, plus il faudra que ce désaccord soit grand. Et puis, on peut se poser vraiment le problème, revenir au problème de départ, à savoir qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir la température la plus basse possible, quel désaccord je dois choisir. Eh bien, la réponse à cette question, donc c'est une réponse numérique là, c'est que si je veux, donc si je prends une raie étroite, gamma plus petit qu'oméga r, eh bien l'énergie cinétique minimale obtenue, elle est obtenue quand je prends un désaccord qui est de l'ordre de moins 3 fois la pulsation de recul, oméga r, et à ce moment-là, la vitesse quadratique moyenne à laquelle j'arrive est de l'ordre de la vitesse de recul, 0,73 fois la vitesse de recul. Ou si vous préférez raisonner en termes de température et d'énergie, eh bien l'énergie kBT associée à ça, quand vous prenez ça au carré et que vous vous souvenez qu'il y a un facteur 2, enfin ER c'est 1,5 de mVr carré, eh bien vous trouvez que la température effective c'est 1,06 fois l'énergie de recul. Donc la morale de l'histoire, c'est que quand on passe d'une raie large à une raie étroite, la limite Doppler à laquelle on était habitué, à savoir température minimum h bar gamma sur 2 qui était obtenue pour un désaccord égal à moins gamma sur 2, eh bien cette limite est remplacée par une température qui est égale
à l'énergie de recul, essentiellement, et c'est obtenu pour un désaccord qui vaut à peu près moins 3 fois la pulsation de recul. Alors ça, c'est résumé sur ce graphe-là, ce passage d'une raie large à une raie étroite. Ça, c'est une figure qui est tirée d'un article qu'on avait fait avec Yvan Castelin et Hartmut Wallis. Donc vous avez ici, en échelle logarithmique, le rapport entre la largeur naturelle de l'état excité et la pulsation de recul. Donc c'est une échelle logarithmique. Donc ici, vous avez un rapport qui est grand devant 1, 10, 100. Donc là, c'est la limite des raies larges. Alors que ici, vous avez un rapport qui vaut 1/10 à 1. C'est la limite des raies étroites, ici. Et en ordonnée, vous avez la température d'équilibre, température minimale atteignable pour une valeur donnée de gamma sur ER. C'est-à-dire pour chaque gamma sur ER, je choisis le désaccord qui me donne la plus basse température. Donc, je mesure cette température KT en unité d'énergie de recul. Quand je suis dans le domaine des raies larges, eh bien, on a vu qu'on avait cette limite Doppler KT de l'ordre de h bar gamma sur 2. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc ça correspond à une droite de pente 1 dans ce diagramme. Et puis, quand au contraire, on va vers des raies de plus en plus étroites, eh bien, on n'a pas le résultat naïf que je proposais en première diapositive de ce cours, en disant « Ah bah, super, je vais aller vers des raies étroites, donc je vais avoir des températures qui vont décroître comme la largeur de raie, comme gamma. » Ça, ce serait la courbe pointillée, mais ça, c'était trop optimiste. Ce qui se passe quand on va vers des raies étroites, c'est qu'on se heurte donc à la limite du recul, et on trouve donc des températures qui évoluent vers KT de l'ordre de l'énergie de recul, ici. Voilà. Et donc, c'est dans cette zone-là, maintenant, des gammas de l'ordre de ER ou plus bas qu'on va travailler. Alors, j'aimerais passer maintenant à une idée qui est la suivante. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire encore mieux que ce qu'on vient de voir là? Et c'est encore mieux, je vais le préciser, c'est ce que j'appelle comment structurer la résonance, c'est quitter finalement le côté monochromatique de l'arrêt d'excitation pour aller vers des choses qui peuvent être polychromatiques. Et pour motiver cela, ça va être assez court, hein, mais pour le motiver, je vais tracer ici, sur ce diagramme, le taux d'excitation donc, de mon atome à 2 niveaux, dans ce schéma toujours à une dimension qu'on a étudié jusqu'à maintenant, en lumière monochromatique, donc au désaccord qui minimise la température. Donc, je vous ai dit que ce désaccord qui minimise la température, c'est de l'ordre de moins 3 fois la fréquence de recul. Ici, j'ai pris une largeur gamma de raie qui est égale à oméga r, donc c'est la limite des raies étroites. Et quand vous tracez ce paramètre de saturation, donc la probabilité d'exciter l'atome, donc ici, vous avez en abscisse la vitesse mesurée en unité de vitesse de recul, et ici, donc, vous avez ce paramètre de saturation. Eh bien, vous trouvez 2 pics. Vous trouvez 2 pics qui correspondent à chacune des 2 ondes, l'onde qui vient de la gauche et l'onde qui vient de la droite. Plus précisément, vous avez un pic aux alentours de moins 2 fois la vitesse de recul. Donc ça, c'est des atomes qui ont une vitesse négative, donc des atomes qui vont vers la gauche. Et ce pic-là correspond essentiellement à la courbe en pointillé bleu qui est en dessous, là, qui correspond au taux d'excitation par l'onde qui vient de la gauche, donc l'onde qui va ralentir l'atome. Et au contraire, si l'atome a une vitesse positive, donc s'il va vers la droite, eh bien le pic que vous voyez là, ça correspond au taux d'excitation de l'onde qui vient de la droite, donc qui va elle aussi ralentir l'atome. Donc on voit que notre atome est dans une situation qui est très différente de ce qu'on avait en raie large. Finalement, notre atome, si je prends une vitesse au hasard, ce qui a plus de chances de se produire, c'est qu'il soit très très peu excité. L'atome est simplement excité quand il a une vitesse voisine de cette vitesse plus de VR, il est excité par l'onde qui vient de la droite, ou voisine de moins 2 VR, il est excité par l'onde qui vient de la gauche. Alors face à ça, on pourrait se dire, bon, ben, c'est bien, mais on peut faire mieux. Parce que les atomes qui sont à plus 4 VR ici ou moins 4 VR ici, on ne les excite pas et ça c'est mauvais, parce qu'on ne va pas les capturer dans une mélasse optique. Donc on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller chercher un désaccord plus grand pour mettre le désaccord plus par là, pour exciter les atomes à plus grande vitesse? Donc ça, c'est une première réaction qu'on peut avoir face à ce diagramme. Deuxième réaction qu'on peut avoir, c'est au contraire de se dire, ah ben, on cherche à accumuler les atomes au centre, ici. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir une zone, finalement, où les atomes sont peu excités au centre, parce que quand ils sont peu excités, ils y restent longtemps. Et puis, quand ils sont excités, ben, ils vont aller en résonance avec cette onde-ci. Donc, est-ce que je ne peux pas, au contraire, prendre un désaccord plus petit pour essayer de réduire cette zone centrale pour faire des distributions encore plus étroites concernant les atomes qui sont peu excités dans cette zone sombre qu'on voit ici? Eh bien, en fait, la réponse est, si je suis avec une raie monochromatique, ben, je n'ai pas intérêt à aller ni dans une direction ni dans l'autre. Le choix delta égale moins 3 oméga r auquel on est arrivé
dans la partie précédente, eh bien c'est précisément un compromis, c'est le meilleur compromis qui existe, entre essayer de minimiser la taille sombre au centre et puis ne pas perdre des atomes sur les ailes. Si j'essaie de prendre un désaccord plus petit, c'est-à-dire de prendre ces deux pics là en moins 2 et plus 2 et les rapprocher de 0, eh bien à ce moment-là, j'ai plus d'atomes qui, par un phénomène d'émission spontanée aléatoire, sauteront de l'autre côté du pic, et ceux-là, ils seront plus ou moins perdus pour la science, c'est ça la distribution non normalisable, parce que du coup, il me faudra un temps fou pour les récupérer et puis les ramener dans la zone sombre centrale. Donc si je prends un désaccord trop petit, eh bien, ce n'est pas bon, c'est-à-dire que certes, je vais diminuer la taille de la zone centrale, mais je vais perdre des atomes dans les ailes à droite, ici, ou à gauche, là. Et puis si au contraire, je prends un désaccord trop grand, eh bien, certes, là, je vais éviter de perdre des atomes, mais je ne perdrai plus d'atomes, mais ça sera au prix d'un élargissement de la distribution centrale, parce que j'aurai une grande zone sombre dans laquelle rien ne se passe, et mes atomes seront aussi bien à la vitesse de plus VR, plus 2VR ou moins 2VR. Donc, le delta égale moins 3 qu'on a trouvé, eh bien, il faut le comprendre comme un compromis entre ces deux choix possibles de désaccord. Mais une fois qu'on a compris ça, on se dit, qu'à cela ne tienne, plutôt que de prendre une raie monochromatique, peut-être qu'on peut prendre des raies qu'on va élargir pour essayer soit d'augmenter ce qui se passe dans les ailes, soit de diminuer la taille de la zone sombre centrale. Alors, comment élargir une raie? Eh bien, un moyen bien contrôlé de le faire, c'est de faire une modulation de la raie, une modulation de phase en particulier. C'est-à-dire que là où vous avez puissance I oméga LT quand vous avez une raie monochromatique, eh bien, vous allez prendre une modulation, les puissances I oméga LT plus une phase phi de t. Alors, il y a plusieurs choix possibles pour cette phase phi de t. La plupart du temps, dans l'expérience, on prend une modulation sinusoïdale. En fait, si on veut faire des choses mieux contrôlées, c'est probablement, au moins sur le papier, préférable de prendre des modulations en dents de scie, c'est-à-dire des modulations quadratiques de la phase, de sorte que la fréquence varie linéairement avec le temps. À ce moment-là, on peut obtenir un spectre d'harmonique, comme ici, qui est à peu près plat au voisinage de la porteuse, l'harmonique centrale, si je puis dire. Et bien là, vous voyez, j'ai pris une modulation de phase. Les paramètres sont dans les notes, je ne les réécris pas sur la diapositive, mais j'ai fait une distribution en harmonique qui est à peu près plate entre moins 10 et plus 10, et puis qui tombe très vite ensuite au-delà de 10 et au-delà de moins 10. Donc une fois qu'on fait ça, si maintenant je regarde la réponse de mon atome à un faisceau laser qui est comme ça, donc un laser qui n'est plus monochromatique, mais qui est polychromatique, puisqu'il a plein d'harmoniques différentes, eh bien, voilà ce que je trouve pour le paramètre de saturation. Les deux pics que j'avais à la diapositive précédente sont remplacés par finalement des sortes de rectangles où le paramètre de saturation de mon atome, la probabilité d'excitation, est pratiquement constante. Alors ici, je l'ai choisi pratiquement constante entre moins 5 véricule et moins 1 véricule ici, une zone sombre au centre, et puis encore quelque chose d'à peu près constant et important entre plus véricule et plus 5 véricule. Donc avec ça, eh bien, on peut se dire, ah, chouette, je vais réussir à remplir mon cahier des charges, c'est-à-dire aller chercher des vitesses très grandes, donc capturer bien mes atomes, et puis éventuellement réduire la taille de la zone centrale. Alors, quand on va voir un petit peu plus en détail, on constate qu'on gagne effectivement, mais on ne gagne que sur un des deux tableaux. On gagne sur le tableau de la capture. Là, il n'y a pas de doute que quand on éclaire nos atomes avec une raie élargie comme ça, eh bien, on va aller capturer des vitesses qui peuvent être beaucoup plus grandes. Là, j'ai élargi jusqu'à plus 5 et moins 5 véricule, mais on peut aller comme ça jusqu'à plus 20, plus 30, il n'y a pas de problème de principe au moins. Et on va comme ça ramener beaucoup d'atomes, bien qu'on ait une raie étroite, on va comme ça pouvoir ramener beaucoup d'atomes dans la zone centrale. Donc ça marche bien, et c'est utilisé dans toutes les expériences de refroidissement en raie étroite, au moins dans une phase préliminaire. En revanche, ce qui marche nettement moins bien, c'est de se dire je vais aussi être plus rusé en ce qui concerne la zone centrale, et je vais essayer de rapprocher le bord ici du zéro, et puis ce bord-là également de zéro. Donc je vais essayer de faire une zone centrale très étroite pour avoir finalement une distribution très piquée autour de zéro de mes vitesses. Ça marche mal, en particulier à 2D et 3D. La raison, c'est que j'ai un taux d'excitation résiduelle ici qui est non négligeable. Quand je prends un atome à vitesse nulle, ici, en fait, il n'est pas complètement dans le noir. Il voit toutes les ailes des lorentziennes que j'ai sommées, des fonctions lorentziennes que j'ai sommées, qui correspondent aux excitations par les différentes harmoniques. Et si je suis trop gourmand, si je cherche à rapprocher les bords ici de manière une quantité appréciable par rapport à la vitesse de recul, eh bien, le taux d'excitation devient trop important et finalement, je ne gagne pas grand-chose en termes de largeur de ma distribution en vitesse. Donc,
c'est une idée qui est une bonne idée a priori, mais je vous dis, à 2 ou 3 dimensions, ce n'est pas vraiment intéressant. J'ai fait une modélisation assez approfondie dans les notes, donc ceux qui veulent aller voir ça peuvent y aller, mais comme la conclusion est négative, ça ne sert pas à grand-chose que je le développe ici. Disons que c'est important quand même de penser à ça, parce que ça va nous servir de guide dans le cours de la semaine prochaine, où là, on trouvera un moyen de faire une probabilité d'excitation qui est vraiment 0 au centre. Et là, à ce moment-là, on aura gagné, et là, on pourra faire des distributions qui seront nettement en dessous de la limite du recul. Donc, même si cette idée de sculpter l'arrêt, entre guillemets, ne marche pas pour rendre la distribution plus étroite dans ce cas particulier, ça nous sert quand même de guide. On se dit que ce serait bien, et on verra comment le faire la semaine prochaine, ce serait bien d'avoir une excitation des atomes qui est rigoureusement nulle en zéro et puis qui devient non nulle très rapidement à l'échelle de la vitesse de recul. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. En tout cas, il y a quand même un point positif, c'est le premier. Ça, c'est clair que si je prends une raie large, une raie élargie par modulation de phase, eh bien, je peux comme ça aller chercher des atomes loin dans les ailes, tout en gardant une distribution de l'ordre de la vitesse de recul. Bien, alors maintenant, je passe aux expériences qui ont été faites en raie étroite. Les premières expériences ont été faites dans le groupe de Katori, au Japon. Donc elle date d'il y a maintenant 15 ans. C'est vraiment lui qui a été le pionnier de ces expériences sur le strontium. Donc sur l'arrêt que je vous présentais en introduction, ces traits d'intercombinaison qui relient donc l'état fondamental singulier à un des états triplets ici, plus précisément l'état triplet de monocitique 1. Donc c'est une raie qui relie un atome de monocitique 0 dans l'état fondamental, excusez-moi, à un état excité de monocitique 1. C'est une raie qui est à la limite d'être une raie étroite, puisque en fait, sa largeur naturelle vaut 7,6 kHz. Elle est très légèrement supérieure à la pulsation de recul, enfin la fréquence de recul, qui vaut 5 kHz. Enfin, ça reste une raie étroite pour tout ce qui nous concerne ici. La limite, c'est vraiment donné par très peu de choses près par le recul, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, dans leurs expériences, et dans la plupart des expériences faites ensuite sur le strontium, Katori et al. Ont d'abord pré-refroidi les atomes dans un piège magnéto-optique sur la raie intense, raie tout à fait large, ici à 461 nanomètres, une raie bleue. Et puis ensuite, eh bien, ils ont éteint la raie bleue et ils ont allumé un piège magnéto-optique puis une mélasse sur cette raie rouge à 689 nanomètres. Ils ont élargi l'arrêt, comme on l'a dit, par modulation de phase pour mieux capturer les atomes qui venaient du piège magnéto-optique à 461 nanomètres. Et puis ensuite, eh bien, ils ont éteint l'élargissement pour travailler en raie étroite, monochromatique, comme on l'a vu au début. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est en bon accord avec la théorie. Ça marche bien, vraiment au même état d'un an bien. C'est-à-dire que la température qu'ils mesurent est de l'ordre de 400 nanokelvin, ce qui correspond à des vitesses quadratiques moyennes de 6,1 mm par seconde, soit 0,9 V recul. Donc c'est en bon accord avec la théorie. Bon, je dirais qu'il ne faut peut-être pas trop se focaliser sur un accord à la décimale près. La théorie, quand on prédit qu'on doit trouver 0,9 V recul, c'est vraiment pour la vitesse quadratique moyenne. C'est pour, quand on fait une modélisation théorique, on calcule l'intégrale de V carré fois la probabilité d'avoir la vitesse V dV. Dans une expérience, on ne mesure jamais un moment de vitesse comme ça. Ce qu'on mesure, c'est des largeurs de distribution, largeur de distribution à mi-hauteur, à 1 sur E2, enfin, on mesure des largeurs de distribution. Donc, je dirais, un accord à quelques pourcents près entre le moment d'ordre 2 et puis une largeur de distribution mesurée à mi-hauteur, ça peut être un peu fortuit. Donc, il ne faut pas aller trop au-delà de dire ça marche bien. Je dirais qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher le pourcent dans ces accords, parce que, expérimentalement, mesurer un moment d'ordre 2 n'est pas quelque chose d'évident. Voilà. Mais en tout cas, il ne semble pas du tout y avoir de problème avec la modélisation théorique. Alors ça, c'était une mélasse. Le groupe de Katori a également fait un premier piège magnéto-optique sur raie étroite. Ce piège magnéto-optique a ensuite été refait de manière beaucoup plus détaillée, plus approfondie, et réétudié donc de manière plus approfondie dans le groupe de Junier à Boulder. C'est le même groupe qui a, il y a quelques semaines, donc, donné cette raie à 2,10-18. Et c'est assez intéressant, le piège magnéto-optique en raie étroite. C'est une forme, une vraie forme dans l'espace réel, notablement différente de ce à quoi on est habitué quand on fait des pièges magnéto-optiques en raie large.
Donc je vous explique ça en 2 minutes. Donc faire un piège magnéto-optique, je vous rappelle, ça consiste à partir donc de l'équivalent d'une mélasse optique, mais rajouter un gradient de champ magnétique. Donc je prends un gradient de champ magnétique qui dépend de la position, B égale B', le gradient de champ magnétique, fois Z, la position. Et à ce moment-là, eh bien, le profil d'excitation qu'on avait tout à l'heure avec 2 pics bien isolés dans l'espace des vitesses, eh bien, ce profil d'excitation, je vais le retrouver, mais dans l'espace réel maintenant, puisque à cause de l'effet Zeeman, l'atome ne sera résonnant avec les faisceaux laser qu'en des endroits bien précis de l'espace réel, et puis il y a plein d'autres endroits où il ne sera pas résonnant, donc il ne verra pas de force. Donc ici, je vous ai tracé non pas le profil d'excitation, mais la force, mais c'est évidemment, j'obtiens l'un directement à partir de l'autre. J'ai tracé ici la force de pression de radiation en fonction de la position mesurée en unité de delta sur mu B'. Donc, par définition, l'atome il est résonnant quand delta égale mu B'X, donc en plus 1 et en moins 1. Donc, quand l'atome est en moins 1, eh bien, il est résonnant avec l'onde qui vient de la gauche, donc une force positive, c'est ce que j'ai écrit ici. Et puis quand l'atome est en plus 1, eh bien, il est résonnant avec l'onde qui vient de ma droite, enfin de votre droite si je me mets comme ça, et à ce moment-là, la force est négative. Donc ça, c'est bien une force de rappel qui tend à ramener l'atome vers le centre, mais ce n'est pas du tout une force que j'ai le droit de linéariser en moins kx, c'est une force qui correspond essentiellement à 2 murs dans l'espace des positions. L'atome ici bouge librement, et puis quand il arrive ici, il voit une force positive, donc il rappelle vers le centre, par là, puis quand il n'arrive pas ici, il voit un mur avec une force négative, donc il rappelle également vers le centre, comme ça. Donc un piège magnéto-optique en raie étroite, c'est essentiellement mettre des murs dans l'espace des vitesses. C'est une sorte de cage, si vous voulez. À l'intérieur de cette cage, les atomes bougent librement, et puis quand ils tapent sur le mur de la cage, eh bien, ils rebondissent. Alors ça, c'est vrai dans la direction horizontale. Si maintenant je prends la direction verticale, là, à ce moment-là, le mouvement il n'est pas libre dans la direction verticale, les atomes tombent. Et donc, ce qu'il faut que je regarde, c'est quand est-ce que cette force que j'ai dessinée ici, cette force de pression de radiation, est égale au poids de l'atome, F égale mg. Et donc ça va être égal en ce point-ci. Et donc ce que je vais trouver, c'est que les atomes, dans le plan horizontal, donc ils bougent librement dans la cage, mais dans le plan vertical, ils vont aller taper sur le bord du piège, ils vont aller s'accumuler ici, vers le bas du piège. Et c'est exactement ce que les chercheurs de Boulder ont vu. Vous avez ici des photos de leur piège magnéto-optique, vues donc de côté. La verticale correspond à la verticale de l'image, la verticale réelle. Et en pointillé ici, vous avez la zone sur laquelle la force est importante, donc si vous voulez, c'est le bord de la cage que je mentionnais précédemment, mais à cause du poids des atomes, eh bien, les atomes ne vont pas se mettre uniformément dans cette boîte-là, il faudrait se mettre dans un navette spatiale ou en apesanteur si vous vouliez remplir la boîte de manière uniforme, mais quand vous êtes sur Terre, eh bien, les atomes subissent leur poids, donc ils vont aller se mettre sur le bas de cette cage. Et on change simplement la taille de la cage en changeant le désaccord du laser, c'est-à-dire en bougeant la position de ces pics dans l'espace réel. En changeant le désaccord, eh bien, je bouge l'endroit où la résonance atome-lumière se produit, donc je change la taille de ma cage. Et eh bien, en changeant le désaccord, simplement, les chercheurs de Boulder ont pu voir les atomes, la nappe d'atomes s'accumuler au fond d'une boîte de plus en plus grande en augmentant le désaccord. Le désaccord étant toujours négatif, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le piège magnéto-optique en raie étroite. Ça marche bien, et là encore, la comparaison avec la théorie est tout à fait conforme à ce qu'on attend. Alors maintenant, je voudrais en venir à un point que j'ai déjà mentionné la dernière fois, qui est l'influence du nombre d'atomes. Dans tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, eh bien, je me suis limité à un traitement à un atome interagissant avec le rayonnement. Mais je vous ai dit également la dernière fois que dans le piège magnéto-optique, au moins, il y avait des effets collectifs qui se produisaient. La lumière qui émettait un atome pouvait être réabsorbée par un atome éloigné, et cette réabsorption causait une force sur l'atome éloigné. Eh bien, ça cause une force, ça cause également un chauffage. Ce chauffage a été mesuré dès les premières manips par Katori. Alors, dans une géométrie donnée, eux, ils avaient une géométrie plus ou moins sphérique. Eh bien, ils ont exprimé ce chauffage comme une variation de la température par rapport à la densité dans leur nuage. Et ils ont exprimé ça sous la forme suivante, dt sur dn égale 400 nanokelvin divisé par 10-12 atomes par centimètre cube. Alors, 10-12 atomes par centimètre cube, ça fait 1 atome par micron cube. Et le micron, c'est plus ou moins la longueur d'onde lumineuse. Donc, quand vous avez un atome toutes les longueurs d'onde lumineuses, eh bien, vous avez une augmentation de température de l'ordre de 400 nanokelvin. Or, 400 nanokelvin, c'est précisément la température la plus basse qu'ils ont pu mesurer, à basse densité. Donc, ça veut dire que votre température la plus basse que vous mesurez, elle est valable quand vous avez moins d'un atome
par longueur d'onde lumineuse au cube. Mais quand vous commencez à mettre 2 atomes dans le même volume lambda cube, eh bien là, vous avez une augmentation significative de la température. Si vous avez 10-12 atomes par centimètre cube, eh bien, vous avez cette augmentation de température qui vaut 400 nanokelvin, qui vient s'ajouter à la base de 400 nanokelvin mesurée pour un atome unique. Donc vous passez de 400 à 800. Cette loi a été confirmée dans une géométrie différente, une géométrie très allongée, par David Wilkowski à Nice en 2011, donc c'est des manips nettement plus récentes, où là, donc, il avait une géométrie de type cigare, les atomes étaient piégés dans un piège dipolaire, et là encore, il a trouvé que la température mesurée, la température la plus basse était de 400 nanokelvin, comme chez Katori, et il a trouvé, là encore, une pente très significative, c'est-à-dire passage de 400 à 800 nanokelvin, quand le nombre d'atomes passe de, disons, 20 000, à peu près ici, à ici, quelque chose comme 80 000 ou 100 000. Donc il ne suffit de pas beaucoup d'atomes, passer de 20 000 à 40 000, pour déjà voir une variation de température significative dans cette géométrie très allongée. Alors, quelle est l'origine de ce chauffage? Ça reste un problème compliqué, le chauffage, la diffusion multiple. Il y a beaucoup d'effets qui peuvent intervenir. L'effet le plus simple, je dirais, dans le cadre qui nous intéresse ici, eh bien, peut être simplement le phénomène de diffusion multiple. Le fait que là, dans ce que j'ai considéré ici, eh bien, finalement, tout est proche de résonance. J'ai pris un désaccord qui était de l'ordre de la pulsation de recul, à 2 ou 3 pulsations de recul. La largeur pour l'atome de strontium, on a vu qu'elle était également de l'ordre de la pulsation de recul. Donc, un atome, quand il diffuse un photon, eh bien, il diffuse un photon qui va être lui aussi résonnant plus ou moins avec tous les atomes autour de lui. Or, la section efficace de diffusion d'un photon résonnant par un atome est très grande. Cette section efficace, c'est grosso modo lambda carré, lambda étant toujours la longueur d'onde optique. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, c'est quelque chose d'énorme. Lambda carré, c'est donc le micron au carré, c'est quelque chose qui est plus grand que la taille de l'atome par 8 ordres de grandeur. Un atome, il a une taille de l'ordre de l'angstrom carré, 10-10 mètres, mais néanmoins, quand vous envoyez un photon résonnant sur un atome, eh bien, l'atome il va l'intercepter, ce photon, si ce photon passe à moins d'1 micron, donc à une distance 10 puissance 4 fois plus grande, donc une surface 10 puissance 8 fois plus grande. C'est un phénomène de résonance, ce n'est pas vrai pour toutes les couleurs, mais pour la couleur qui est résonante avec l'atome, eh bien, l'atome intercepte tout ce qui passe à moins d'1 micron de lui. Donc un atome a une section efficace de diffusion résonante énorme par rapport à sa taille intrinsèque qui est de l'ordre du micron. Et à cause de cette longueur de diffusion énorme, eh bien, ça veut dire qu'un photon qui est produit par cet atome-ci, eh bien, si le milieu est dense, si j'ai beaucoup d'atomes par lambda cube, eh bien, le photon va avoir beaucoup de mal à s'échapper, il va subir beaucoup de diffusions multiples, et à chaque diffusion multiple, l'atome, eh bien, quand il est absorbé comme ça et puis qu'il est réémis dans cette direction-là, il donne un choc H bar K à l'atome, donc ça contribue à un chauffage. Donc un photon, avant de s'échapper du milieu, peut faire beaucoup de mal, peut augmenter considérablement la température, et c'est ça, vraisemblablement, au moins une partie de l'origine du chauffage, vu par le groupe de Katori puis le groupe de Wilkowski. Alors le critère pour échapper à ça, eh bien, c'est de se dire qu'il va falloir se débrouiller pour que le libre parcours moyen d'un photon soit plus grand que la taille de l'échantillon pour ne pas avoir beaucoup de ces processus-là, mais seul un nombre, si possible, plus petit que 1 en moyenne. Donc le libre parcours moyen, je vous rappelle ce que c'est 1 divisé par la densité atomique fois la section efficace. Donc ça doit être plus petit que la taille grand L de l'échantillon. Ou si vous préférez, eh bien, ça doit être que n sigma L doit être plus petit que 1, et ça, n sigma L, c'est l'épaisseur optique. Donc il faut prendre des milieux d'épaisseur optique plus petites que 1 si vous voulez arriver à ne pas avoir à subir ce phénomène de chauffage lié à la diffusion multiple. Et ça favorise des L petits, et éventuellement, donc, oui, ça, je ne suis pas obligé de le mettre tout de suite, ça favorise des L petits, donc éventuellement, si vous voulez quand même avoir beaucoup d'atomes, eh bien, des géométries très allongées, c'est ça qu'avait pris Wilkowski à Nice, des géométries très allongées pour qu'au moins transversalement, le photon puisse s'échapper assez vite, donc des géométries en forme de soit de cigare, soit de crêpe, pour que pas avoir une géométrie en forme de boule, mais en forme très allongée pour que les photons ne restent pas longtemps à l'intérieur du milieu. Bien, alors pour terminer, et pour motiver le dernier paragraphe, eh bien, je voudrais donc revenir sur ces performances en raie étroite, compte tenu de ce que je viens de dire, et raisonner en termes de recherche d'états collectifs, d'états dégénérés. Donc, on a trouvé, dans ce qui précède, que le mieux qu'on pouvait faire avec notre raie étroite, c'était une vitesse chromatique moyenne de l'ordre de la vitesse de recul, h bar k sur m. La longueur d'onde thermique, qui va me caractériser donc la taille des paquets d'ondes atomiques refroidis à cette température-là,
cette longueur d'onde thermique s'écrit h bar racine de 2pi divisé par racine de mkt. Si vous injectez là-dedans racine de kt égale l'énergie de recul, eh bien vous trouvez que la longueur d'onde thermique est simplement lambda sur racine de 2pi. Ça c'est logique, hein, si l'impulsion de l'atome est de l'ordre de l'impulsion du photon, eh bien la longueur d'onde de l'atome est de l'ordre de la longueur d'onde du photon. Il y a h bar entre les deux, chaque fois dans les deux cas, donc au facteur racine de 2pi près, ça ne peut pas être autre chose. Maintenant, si je veux produire un gaz quantiquement dégénéré, je veux que les différents paquets d'ondes associés à mes différents atomes commencent à se recouvrir. La taille d'un paquet d'ondes, c'est lambda t. Donc il faut avoir n fois lambda t cube de l'ordre de 1 ou supérieur ou égal à 1. Ce qui, compte tenu du racine de 2pi qui est là, me dit que le nombre d'atomes dans un volume lambda cube, où lambda cette fois-ci c'est la longueur d'onde optique, quand j'ai un grand T, c'est la longueur d'onde thermique, donc associée aux atomes. Quand je n'ai pas de grand T, c'est la longueur d'onde optique. Donc là, n lambda cube, où lambda c'est la longueur d'onde optique, eh bien, doit être supérieur à 2pi puissance 3,5, de l'ordre de 15, disons, à peu près. Mais on vient de voir qu'on avait des effets de diffusion multiples qui allaient se manifester dès que n sigma fois L était supérieur ou égal à 1, et sigma, lui, il est de l'ordre lambda 2. Et par ailleurs, je vous ai dit, j'aimerais quand même prendre des échantillons assez gros, donc L supérieur à lambda. Donc clairement, on est face à un mur, là. On ne va pas y arriver tel quel, c'est-à-dire que les effets de diffusion multiples n sigma L qui se produisent quand n sigma L devient de l'ordre de 1, si je prends L plus grand que lambda, eh bien, ils vont se manifester avant que j'atteigne n lambda cube de l'ordre de 15. Mathématiquement, je ne vais pas y arriver. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a moyen, malgré tout, de contourner? On n'est pas très loin. Hein. Tout ce qui nous manque, finalement, c'est ce facteur 15. Là. Effectivement, les manips sont arrivés à une densité d'un espace des phases de l'ordre de 0,1 quand ils refroidissaient en raie étroite, aussi bien qu'Hattori que David Wilkowski. Donc on n'est pas très loin, on est juste à un facteur 10 de la condensation, de la zone de dégénérescence. Est-ce qu'il y a moyen de franchir ce dernier facteur 10 sans passer par l'arme fatale qui est l'évaporation, où on perd 99 atomes sur 100 et ça nous prend des secondes, voire des minutes? Est-ce qu'il y a moyen de le faire de manière indolore, si je puis dire? Eh bien, la réponse est oui, et c'est une très jolie expérience qui a été faite il y a 2 ans à Innsbruck par Florian Schreck et Rudi Grimm, et c'est ça que j'aimerais vous décrire. Donc, comment aller vers la condensation de Bose-Einstein sans passer par l'évaporation, en partant d'atomes presque à la condensation, refroidis sur raie étroite, comme on vient de le voir. Alors pour ça, je vais devoir faire quand même un petit rappel sur les statistiques. Je ne vais pas refaire toute la théorie de la condensation de Bose-Einstein, ça m'emmènerait trop loin, et puis vous allez voir qu'en fait, le mécanisme qui est utilisé à Innsbruck n'est pas vraiment la condensation traditionnelle. Donc là, je vais aller vite sur la condensation traditionnelle. Le cours de l'année prochaine sera consacré en détail aux propriétés des condensats, propriétés superfluides, donc ce n'est pas la peine que je le fasse là maintenant. Je vais juste en dire le minimum vital pour comprendre la manip d'Innsbruck. Donc, pour avoir ce minimum vital, je reviens aux bases, et les bases, c'est la statistique de Maxwell-Boltzmann. Je prends un gaz confiné dans une boîte cubique avec des conditions limites périodiques, donc mes états propres à une particule dans cette boîte, eh bien, ce sont simplement des ondes planes caractérisées par leur impulsion P, donc des puissances IRP sur h bar, avec un coefficient de normalisation qui est le L puissance 3,5, où L est la taille de la boîte. L'énergie de l'onde plane, c'est P carré sur 2m. Et comme je suis dans une boîte avec ces conditions limites périodiques, eh bien, mes impulsions dans la boîte sont quantifiées. Ils peuvent s'écrire 2pi sur h bar divisé par la taille de la boîte grand L fois un nombre entier, nj, avec j égale x, y ou z pour les 3 directions de l'espace. Voilà, donc ça c'est quelque chose de textbook, un livre de classe. Donc les niveaux d'énergie dans cette boîte, je vous ai dessiné ici, donc ils sont tous positifs, et chaque trait représente un des p carré sur 2m, où p donc est quantifié par cnj. Là. Voilà. Maintenant, ce que nous dit la statistique Maxwell-Boltzmann, c'est, étant donné une condition thermodynamique précise, quel est le taux d'occupation d'un de ces niveaux là. Alors pour préciser la thermodynamique, on doit choisir 2 variables thermodynamiques, parmi toutes celles auxquelles vous pouvez penser. Les 2 variables commodes pour tout ce qui va suivre sont d'une part la température T, d'autre part le potentiel chimique mu. Donc c'est ces variables que je vais prendre, je vais fixer la valeur de ce couple T mu, et une fois connu le couple T mu, eh bien je pourrais déduire toutes les autres quantités thermodynamiques, nombre d'atomes, pression, énergie, entropie. Vous auriez pu prendre 2 variables parmi celles-ci et puis en déduire T et mu. Simplement, les mathématiques sont plus simples si on part de T et mu et qu'on déduit les autres. Donc, ce que nous disent Maxwell-Boltzmann, eh bien, c'est qu'à T et mu fixés,
l'occupation d'un niveau d'énergie ici, P, donc, c'est simplement exponentielle de mu moins EP, l'énergie de l'état P, divisé par kT. Bien. Alors, à partir de ça, je vous dis, on peut calculer toutes les quantités thermodynamiques. Alors, je ne vais pas le faire ici, je vais me contenter d'une, qui est la plus simple, c'est le nombre d'atomes. Si j'ai le taux d'occupation de chaque niveau d'énergie P, eh bien, le nombre d'atomes total, c'est simplement la somme de tous les nombres d'occupation des différents P. Cette somme, si je la garde sous somme discrète, c'est difficile à calculer, mais comme les niveaux sont très serrés, eh bien, je peux passer d'une somme discrète à une intégrale, hein, c'est une intégrale de Riemann, et donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre cette somme discrète, la remplacer par l'écart entre deux niveaux P consécutifs, et comme les niveaux P, je vous ai dit qu'ils étaient quantifiés en 2π sur h bar divisé par L, eh bien ici j'ai un préfacteur, comme je suis à 3 dimensions, L sur 2π h bar au cube, et puis l'intégrale donc, du facteur de Maxwell-Boltzmann, exponentielle mu moins EP sur kT, intégré sur toutes les impulsions des 3P. Ce calcul se fait sans douleur. Le L cube qui est là, vous le retrouvez ici. Le exponentiel de mu sur kT, lui, ne dépend pas de P, donc il va sortir de l'intégrale. C'est ce qu'on appelle en fait la fugacité du gaz, donc je le note grand Z, exponentiel de mu sur kT, il sort en facteur. Et puis ensuite, l'intégrale restante de D3P du puissance moins EP sur kT, eh bien ça se calcule sans difficulté, c'est une intégrale gaussienne, et ça peut se mettre sous la forme 1 sur lambda t cube, où le lambda t, c'est cette longueur d'onde thermique que j'ai introduite tout à l'heure, longueur d'onde associée aux atomes, h bar racine de 2π sur mkt, racine de mkt. Voilà, donc voilà ce que nous disent Maxwell-Boltzmann pour ce nombre d'atomes. Alors une remarque sur le potentiel chimique. Le potentiel chimique, mathématiquement, dans cette formule-là, il peut être aussi bien positif que négatif. Je n'ai aucune singularité à attendre si je prends un potentiel chimique quelconque. Là, ici, je l'ai dessiné négatif, hein, c'est le trait rouge qui est là, donc j'ai dessiné en dessous de l'énergie fondamentale, mais je pourrais très bien le prendre positif. Mathématiquement, il n'y aurait aucune difficulté de principe. En revanche, physiquement, je ne peux pas prendre le potentiel chimique positif. Et la raison pour ça, c'est que si je prends un potentiel chimique positif, à ce moment-là, si je regarde le taux d'occupation des niveaux les plus bas, si je prends par exemple mu positif et si je regarde l'occupation de P égale 0, eh bien je trouverai un taux d'occupation de P égale 0 plus grand que 1. Or, la statistique de Maxwell-Boltzmann, qui ne prend pas en compte l'indiscernabilité des particules, elle n'a pas de sens si je commence à mettre plus qu'une particule par niveau d'énergie. Si je commence à mettre plus qu'une particule par niveau d'énergie, il faut que je me préoccupe de savoir si mes particules sont des bosons ou des fermions, si je dois symétriser ou antisymétriser la fonction d'onde. Donc, même si mathématiquement vous pouvez prendre un potentiel chimique quelconque ici, eh bien physiquement, les seuls potentiels chimiques qui ont un sens sont ceux qui garantissent que la population de tous les niveaux d'énergie est petite devant 1, et pour ça, eh bien, il faut prendre un potentiel chimique négatif, et même plus que ça, il faut que sa valeur absolue soit grande devant kT, pour que même si je prends le fondamental, le niveau le plus peuplé ici, eh bien, sa population soit petite devant 1. Donc, en d'autres termes, dire que mu est négatif et que valeur absolue de mu est grande devant kT, il veut dire que la fugacité doit être très petite devant 1. Voilà, donc ça c'est Maxwell-Boltzmann. Maintenant, si on veut faire des condensats de Bose-Einstein, il faut regarder la statistique de Bose-Einstein. Et cette statistique de Bose-Einstein, elle est donnée par cette formule-ci, donc que je ne redémontre pas, hein, mais que vous trouverez dans les livres de physique statistique, qui est donc différente de Maxwell-Boltzmann, bien qu'elle fasse intervenir les mêmes variables. C'est 1 sur l'exponentielle de EP moins mu sur kT moins 1. Et alors là, pour ces statistiques, j'ai une contrainte mathématique sur la valeur du potentiel chimique. Alors que pour Maxwell-Boltzmann, je pouvais prendre, je vous ai dit, mathématiquement mu positif ou négatif, la contrainte n'était que physique, et bien là, j'ai une contrainte mathématique sur la valeur de mu. Si je veux que cette quantité-là ait un sens, quel que soit le niveau d'énergie P que je considère, eh bien le potentiel chimique mu doit toujours être négatif. Sinon, si mu, je le prends positif, eh bien j'aurai un niveau qui sera, pour lequel l'argument de l'exponentielle sera nul, donc j'aurai 1 moins 1 au dénominateur, donc 0, donc j'aurai une population infinie pour le niveau d'énergie, des populations négatives pour le niveau qui sont en dessous. Enfin bref, ce sera complètement irréaliste. Donc mathématiquement, je ne peux pas prendre un potentiel chimique positif dans la statistique de Bose-Einstein, il doit forcément être négatif pour le modèle du gaz parfait dans la boîte, et plus généralement, ce potentiel mu doit être plus petit que la valeur de l'énergie du fondamental. Alors ensuite, eh bien, comment est-ce qu'on se débrouille une fois qu'on a vu ça? Eh bien, on a toujours le nombre d'atomes qui est donné par la statistique de Bose-Einstein, qui est écrite ici. Le passage à la limite continue, eh bien, dans un premier temps, je peux le faire comme je l'ai fait pour Maxwell-Boltzmann. Donc, j'ai toujours ce facteur L cube sur 2πh bar cube qui apparaît.
l'intégrale sur le taux d'occupation de Bose-Einstein. Et là encore, le calcul intégral se fait sans douleur. Et là où on voyait apparaître tout à l'heure grand Z pour Maxwell-Boltzmann, maintenant on voit apparaître G3,5 de grand Z multiplié par le même facteur L³ sur lambda T cube. Et ce G3,5 de grand Z, c'est une fonction polylogarithme, plus généralement G indice alpha de Z, c'est Z puissance n sur n puissance alpha. Donc, que dire de ça? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand Z est petit devant 1, eh bien, le développement en série entière qui est là se résume à son premier terme, qui est grand Z. À ce moment-là, G3,5Z donc, était de l'ordre de grand Z, et je retrouve Maxwell-Boltzmann. Tout va bien. Maxwell-Boltzmann et Bose-Einstein prédisent la même chose, même nombre de particules dans la boîte, si je suis dans la limite faiblement dégénérée. C'est précisément ce qu'on attendait comme validité pour Maxwell-Boltzmann, donc c'est bien que la statistique de Bose redonne le même résultat. Là où les choses sont un petit peu plus étonnantes, voire paradoxales, c'est ce qui se passe dans la statistique de Bose-Einstein quand je vais chercher des valeurs de Z plus élevées. À ce moment-là, le résultat qui fait passer de la somme discrète à l'intégrale là, devient paradoxal. Et je m'explique. Quand vous regardez le résultat de la somme discrète, eh bien, cette somme discrète peut être arbitrairement grande. Si vous faites tendre le potentiel chimique mu vers la valeur la plus élevée qu'il peut prendre, à savoir l'énergie du fondamental, 0, eh bien, vous trouvez que cette somme discrète peut être arbitrairement grande. C'est facile à voir, hein, si je reviens en arrière. Si je prends mu qui tend vers 0, ici, eh bien, si je prends la population d'état fondamental, là, je vais me retrouver avec un 1 moins 1, donc un éliminateur qui vaut 0, donc ça va tendre vers l'infini. Donc, si je reviens à ça, cette chose-là, comme je le disais, peut être arbitrairement grande, ça peut tendre vers l'infini quand mu tend vers 0. En revanche, le résultat que j'obtiens après avoir pris l'intégrale, eh bien, lui, il est borné supérieurement. Il ne peut pas tendre vers l'infini, c'est-à-dire que quand je fais tendre mu vers 0, ou en d'autres termes, Z, la fugacité vers 1, puisque Z, c'est puissance moins mu, exponentielle plus mu sur kt, eh bien, cette chose-là tend vers G3,5 de 1 fois L³ sur lambda T cube. Et G3,5 de 1, cette fonction polylogarithme, elle converge bravement en Z égale 1, sa valeur vaut 2,612, et donc je me retrouve avec quelque chose qui est borné ici. Donc j'ai ici quelque chose qui est infini, quelque chose qui est borné là, il y a clairement un problème. Et le problème, eh bien, c'est précisément l'origine de la condensation de Bose-Einstein traditionnelle, celle que je ne veux pas décrire plus en détail que ce que j'ai écrit ici, c'est que quand on fait le passage de la somme discrète à l'intégrale, eh bien, on prend mal en compte la contribution de l'état fondamental P égale 0. Quand on passe d'une somme discrète à une intégrale de Riemann, il faut toujours faire attention que, effectivement, tous les niveaux contribuent comme ils devraient. Et bien là, c'est précisément un cas où on n'a pas le droit de remplacer une somme discrète par une intégrale de Riemann froidement. Il faut faire plus attention que ça. Et il faut donc prendre en compte l'état fondamental de manière plus correcte et dire en particulier que tous les atomes qu'on n'arrive pas à retrouver ici, qui étaient là et qu'on n'arrive pas à retrouver là, eh bien, ils sont allés se mettre dans l'état fondamental. Donc ça se produit quand le nombre d'atomes dépasse la valeur critique, qui est la borne supérieure qu'on obtient ici, 2,612, donc L³ sur lambda T cube. Voilà. Donc encore une fois, je ne veux pas en dire plus que ça sur la condensation de Bose traditionnelle, si ce n'est que ça correspond donc à l'accumulation d'atomes dans un état microscopique donné, à savoir l'état P égale 0. C'est là que vont se mettre les atomes. Tous ceux que je n'arrive pas à mettre dans mon intégrale ici, eh bien, ils vont se mettre dans l'état P égale 0, l'état fondamental. D'accord ? Donc, la condensation de Bose-Einstein, pour le dire vite, c'est une accumulation macroscopique de particules dans un niveau microscopique, un état à une particule. Et c'est ça qu'on va chercher à faire maintenant, mais d'une manière un peu différente de ce passage à la limite dans une boîte cubique. Je reviens à cette boîte pour commencer, malgré tout. Mon point de départ reste la boîte, une boîte de taille grand L, de volume L cube, et je suppose qu'initialement, j'ai une boîte, j'ai un gaz dans cette boîte qui est faiblement dégénéré, donc fugacité petite devant 1, nombre d'atomes bien donné par la statistique de Maxwell-Boltzmann, grand Z fois L³ sur lambda T cube. Ce que je sais, c'est que si je fais une déformation que je qualifie de triviale de cette boîte, eh bien, je ne vais pas me rapprocher du seuil de condensation de Bose-Einstein. Je ne vais pas changer à l'ancien espace des phases. Ça, je vous l'avais déjà dit dans l'introduction de ce cours, il y a 2 semaines. Je l'avais dit dans le cas d'un piège harmonique. Je vous avais dit, si je prends un piège harmonique et si je prends un gaz dans ce piège harmonique, si j'ouvre lentement ce piège harmonique ou si je le ferme lentement, eh bien, la densité dans l'espace des phases ne change pas. Certes, je vais changer la température du gaz, mais l'occupation des états quantiques individuels n'est pas modifiée.
Donc en particulier, je n'aurai pas accumulation de particules dans un état microscopique à une particule quand je vais faire une déformation triviale de mon piège harmonique. Eh bien, la même chose se produit pour la boîte. Si je prends une boîte grand L et que je me contente de changer la valeur de grand L, de décomprimer le gaz, par exemple, un peu comme je bougerai un piston, ou au contraire de le comprimer en diminuant grand L, eh bien, ça ne va pas changer l'occupation des niveaux quantiques individuels. Ou tout ce que ça peut faire éventuellement, c'est la diminuer, c'est-à-dire que ça peut chauffer le gaz si je ne suis pas adiabatique, mais ça ne fera sûrement pas de bien en termes d'approcher la condensation. Donc, les déformations triviales, entre guillemets, compression ou expansion, n'apportent rien. En revanche, on peut faire des déformations que je qualifie de non triviales. Et déformations non triviales, eh bien, celle que je vais vous proposer, qui est une modélisation très, très sommaire de ce qui a été fait à Innsbruck, c'est ajouter au fond de cette boîte un micropuits. Et ce micropuits, je vais le prendre tel qu'il a un seul étalier d'énergie epsilon 0 négatif. Donc, faisons un dessin. Je suppose qu'à un instant donné, je perce dans le fond de ma boîte donc, un puits de potentiel très étroit. Je ne vais pas préciser sa valeur, mais je le prends suffisamment étroit et suffisamment profond pour avoir un seul étalier à une particule ici. Donc, il n'y a rien, aucun état entre epsilon 0 et puis le fond de la boîte ici, puis pas d'autre état lié plus bas. Voilà. Je vous assure que la mécanique quantique m'autorise de faire ça si je me donne à la fois comme paramètre ajustable la profondeur du puits ici et puis la taille petit l, je peux choisir comme ça sur mesure ce couple profondeur-taille pour mettre l'étalier là où j'ai envie de le mettre. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon espoir, c'est que si je choisis bien epsilon 0, eh bien, le choisir, c'est de prendre de l'ordre de la température initiale du gaz, eh bien, c'est que le nouvel état d'équilibre va correspondre à une accumulation macroscopique de particules dans cet état-ci. Alors, est-ce que ça se passe bien? Comment ça se passe en pratique? Bien, en pratique, ce qui va se passer, c'est donc je vais partir d'un système où j'ai branché brusquement mon micropuits. Donc, les particules sont restées dans les états étendus de la boîte qui sont là. Donc, ces états, c'est pratiquement les ondes planes. Ce n'est pas exactement les ondes planes, parce que comme j'ai rajouté un étalier ici, il faut que les états que je prenne là soient orthogonaux à cet état-ci. Donc, il y a une légère distorsion des états étendus au voisinage de la position du micropuits pour assurer l'orthogonalité, mais mis à part ça, ça reste quasiment des ondes planes dans cette boîte. Donc, initialement, quand je branche mon micropuits brutalement, les seuls états peuplés sont les états dans une bande d'énergie de l'ordre de kT ici. Et puis ensuite, eh bien, j'ai des collisions qui vont se produire. J'ai deux atomes comme ça qui peuvent entrer en collision, et un peut tomber dans le micropuits, et puis l'autre, évidemment, emporte l'énergie gagnée par le premier, et donc il se retrouve plus haut là. Donc, on pressent qu'au prix d'une augmentation de la température du gaz, parce que là, j'ai augmenté la température du gaz en produisant des atomes à cette énergie-là, eh bien, je vais peut-être pouvoir accumuler comme ça des atomes dans le micropuits. Alors, il ne suffit pas de se contenter d'un peut-être ou d'une impression, il faut faire des calculs plus précis. Et ces calculs plus précis, ils sont détaillés dans les notes. C'est un modèle assez simple. J'ai essayé de le détailler, vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. C'est finalement un problème à deux inconnus. Les deux inconnus sont le nouveau couple potentiel chimique température, donc μ'T'. Je pars d'un mu et d'un T fixé. Je me donne comme paramètre de contrôle la position du micropuits, c'est-à-dire epsilon 0, ou plus précisément le rapport d'un nombre sans dimension qui est epsilon 0 divisé par kT. Alors, epsilon 0 est négatif, donc je prends valeur absolue de epsilon 0 divisé par kT. Et en jouant sur ce paramètre de contrôle, eh bien, je sais déterminer le nouveau couple μ'T' qui me caractérise l'équilibre. Et qu'est-ce que j'ai comme contrainte pour trouver ces deux inconnus? Il me faut évidemment deux équations. Et ces deux équations, c'est simplement des lois de conservation. Je conserve le nombre de particules, je n'ai pas d'évaporation dans le problème, donc le nombre de particules initiales est égal au nombre de particules finales. Et puis par ailleurs, l'énergie est conservée. Donc j'ai des particules qui voient leur énergie abaisser, celles qui vont se mettre dans le micropuits, puis j'ai des particules qui ont leur énergie augmentée, qui vont aller peupler les niveaux plus excités de la boîte, mais l'énergie totale doit être conservée. Donc deux lois de conservation, deux inconnus. On est en terrain familier sur le plan mathématique, et donc on peut résoudre ça. Et là, je voulais tracer les résultats de ce modèle. Je varie donc ici état, ce paramètre epsilon 0 sur kT, et je vous trace ici la fraction condensée, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans le micropuits, donc sur un état quantique individuel, divisé par le nombre d'atomes total. Ce que je veux, c'est quelque chose ici qui est macroscopique, c'est-à-dire qui n'est pas 1 sur 1 million, mais qui est quelque chose comme 10%, 15%, 20%. Eh bien, le résultat que je trouve, c'est que quand je varie état, au début,
quand mon micropuits n'est pas assez profond, ben, rien ne se passe d'intéressant. Cette fraction condensée reste voisine de 0. Mais il y a une valeur au-dessus de laquelle ça devient intéressant. Et si je prends epsilon 0 de l'ordre de 2 ou 3 fois la température initiale, eh bien là, j'ai des fractions condensées qui sont tout à fait appréciables, de l'ordre de 20%. Donc, simplement en branchant ce micropuits avec ce état quantique individuel, eh bien, j'ai 20 ou 30% des atomes qui vont aller se mettre dedans. Et puis les autres, ils vont être dans les niveaux excités, et la température finale est plus élevée que la température initiale. C'est assez paradoxal en un sens, mais bon, ça tient bien la route malgré tout. Je condense, en même temps, j'élève la température de mon gaz. T' est plus grand que T. Si je prends état égale 3, j'ai un T' qui est voisin de 2 fois la température initiale. Voilà. Bien, alors ça, c'est vraiment un modèle de théoricien, si je puis dire, parce que quand je vais aller mettre 20% de mes atomes dans ce micropuits, bien, les atomes seront très très proches les uns des autres, et donc ils vont interagir fortement, et j'ai toutes les chances de former des molécules, des agrégats, des choses comme ça, et donc ce n'est pas clair que mes atomes vont rester comme ça indéfiniment. Et la manip d'Innsbruck est faite dans la ligne de ce que je viens de décrire, mais il n'y avait pas un seul état quantique individuel qui était peuplé, enfin, qui était dans le micropuits, il y avait d'autres états qui étaient eux aussi peuplés. Alors cette manip d'Innsbruck, la voilà. Donc, on part d'une pince optique pour des atomes de strontium. Alors cette pince optique, c'est un faisceau laser comme ça qui se propage dans le plan horizontal. C'est une nappe de lumière en fait, donc qui correspond à une fréquence élevée le long de l'axe vertical, fréquence de l'ordre de 600 Hz, et puis des fréquences plus basses dans le plan horizontal. Donc dans cette direction-ci, qui est le deuxième waist du laser, deuxième col du laser, ça vaut 35 Hz, et puis le long de la direction de propagation du laser, ici, c'est 6 Hz seulement. Les atomes sont refroidis sur la raie étroite qu'on a déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois. La température de départ ici est de 900 nanokelvin. C'est plus élevé que les 400 nanokelvin vus par Katori et par Vilkovsky. La raison, c'est que là, il y a quand même pas mal d'atomes. Il y a 10 puissance 7 atomes. Donc, c'est une sorte de compromis. Finalement, ils ont choisi d'avoir plus d'atomes et une température un petit peu plus élevée. On va voir que cette température, bien qu'elle soit plus élevée que les 400 nanokelvin qu'on a vu tout à l'heure, ça reste quand même suffisamment bas pour voir la condensation. Donc de ça représente la boîte que j'avais tout à l'heure, et maintenant on va brancher le micropuits. Le micropuits, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une deuxième pince optique qui se propage quasiment verticalement, qui est très confinante dans le plan horizontal, dans le plan XY. Là où dans le plan XY, dans le plan horizontal, on avait des fréquences de 6 Hz et de 35 Hz, que j'ai rappelé ici, eh bien maintenant, ces fréquences vont devenir 250 et 250 Hz. On ne change pas la fréquence verticale qui vaut 600 Hz, mais on confine fortement dans le plan horizontal. Donc on se retrouve avec une boîte qui est le faisceau rouge initial, plus un micropuits au centre, comme dans le modèle que j'avais développé, correspondant à cette deuxième pince optique. Il y a un autre ingrédient important dans l'expérience de Innsbruck, que je n'ai pas mis dans mon modèle, parce que le modèle est un modèle idéal, entre guillemets, mais qui est important en pratique, c'est un deuxième faisceau qui se propage presque parallèle à cette deuxième pince optique, qui est un faisceau dit de transparence. C'est un faisceau qui n'a pas pour but de créer une force sur les atomes, mais simplement, ce faisceau, il déplace les niveaux d'énergie interne de l'atome quand ils sont dans le micropiège, et il rend les atomes, il déplace tellement les niveaux d'énergie que les atomes deviennent insensibles à la lumière résonante. Donc ça veut dire que les atomes, quand ils sont dans le micropiège, dans la pince orange, là, eh bien, ils ne voient plus les faisceaux laser ambiants qui servent au refroidissement, et donc ils sont en quelque sorte un peu protégés de la diffusion multiple. Et ça se voit bien sur cette photo, donc prise à Innsbruck. Ça, c'est des atomes dans la grosse boîte, donc dans la pince optique, dans la première pince optique rouge, là. Le micropuits est ici, mais on a l'impression qu'il y a un trou. En fait, il n'y a pas de trou, il y a plein d'atomes là-dedans, mais ces atomes sont transparents à la lumière qui crée l'image à cause de ce faisceau de transparence qui a déplacé les niveaux d'énergie. En pratique, donc, ce qui se passe, c'est qu'ils partent de 10 puissance 7 atomes de strontium et ils se retrouvent avec à peu près un atome sur 10 dans le micropuits, donc 10 puissance 1 million d'atomes dans le micropuits. Et ce million d'atomes, eh bien, il y en a 10 puissance 5 qui vont se condenser. Donc la manip marche bien, il y a un condensat sans évaporation. La fraction condensée globale reste faible. Dans mon petit modèle, là, j'étais arrivé à des fractions condensées de 20%. En pratique, c'est moins bon que ça. Donc, ce qu'ils atteignent, c'est une fraction condensée de l'ordre du %. Ils partent, je vous l'ai dit, de 10 puissance 7 atomes dans la grande boîte, dans la grande pince optique. Ils en mettent 10% dans la petite pince optique, donc 1 million, et
il y a 10% de ces atomes de petite masse optique qui condensent. Donc 10% de 10%, ça fait 1%, à peu près 10 puissance 5 atomes. Donc pour voir ce pourcent d'atomes condensés, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent tous les atomes qui sont en dehors de la zone de transparence, ça simplement en les poussant avec un faisceau laser auxiliaire. Les atomes qui sont dans la zone de transparence, eux, ne voient pas ce laser auxiliaire, puisque précisément ils sont transparents. Et ensuite, par un temps de vol, eh bien, on observe une distribution en vitesse qui est anisotrope, qui est bimodale, et ça, c'est vraiment caractéristique d'un condensat de Bose-Einstein. Ce que vous avez ici, c'est donc un piédestal qui correspond aux atomes non condensés dans le micropuits, et puis la partie centrale, eh bien, c'est les atomes accumulés dans un seul état microscopique donné, c'est le condensat recherché. Donc, c'est une expérience qui, en termes de performance absolue, reste modeste. 1% de fraction condensée, ce n'est pas aussi bon que ce qu'on fait avec des évaporations standards, où là, on peut atteindre des fractions condensées qui sont supérieures à 90%. Mais c'est une expérience qui, à mon avis, est très importante parce que c'est la première fois qu'on arrive, avec des atomes refroidis par laser, à condenser sans perte d'atomes du tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment nos atomes qui sont en contact avec un thermostat qui est la lumière, et cette lumière amène les atomes jusqu'au bout, au seuil de condensation. Voilà, donc je conclus ce cours. Donc, on a vraiment, dans les 3 cours qui viennent de s'écouler, passé en revue tout ce refroidissement Doppler en détail, à la fois en raie large puis en raie étroite. Sur la raie étroite, ce qu'on a vu, c'est qu'on atteignait la limite du recul, qui est vraiment la limite naturelle qui apparaît à ce stade, h bar k sur m, la vitesse d'un atome qui absorbe ou qui émet un seul photon. Une notion importante qui va nous servir dans les cours suivants, c'est qu'on a dégagé cette idée que finalement c'était intéressant d'essayer d'accumuler les atomes dans des classes de vitesse où ils interagissent peu avec la lumière. C'est ce que nous produit ce taux d'excitation en raie étroite. Et puis, on a vu ce problème, qui est un problème récurrent dans toutes ces expériences d'atomes froids, au moins quand on a beaucoup d'atomes. Eh bien, c'est le problème de la diffusion multiple qui crée des forces, qui crée du chauffage, qui empêche d'atteindre directement le seuil de dégénérescence quantique, mais qu'on peut néanmoins contourner, en étant rusé comme dans l'expérience d'Innsbruck, sans perdre d'atomes, par des déformations non triviales des puits de potentiel qui confinent ces atomes. Voilà, je m'arrête ici et donc je vous rappelle le séminaire à 11h15 de Arnaud Rochenbottel. Merci beaucoup.